Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité d'analyse un dossier sur The Amazing Spider-Man, non pas le 2 mais le 3. Et pourquoi il n'y a jamais eu de 3? Eh bien il y a pas mal d'informations que j'ai trouvées marrantes. Et pourquoi presque qualité? Eh bien parce que l'ami Kerr n'est pas là. Il est parti en vacances. Il m'a dit Greg, j'en peux plus, la célébrité, les points pognon, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin d'aller dans mes montagnes. Et du coup, eh ben, il est parti courir comme ça dans la montagne, habillé évidemment. Salut mon cher Greg, bonjour à tous. Je ne suis pas là dans cette vidéo, je suis en train de tourner le remake du projet Blair Witch. Très cool. Et je sais que vous allez passer un agréable moment aussi avec Greg qui va vous expliquer pourquoi The Amazing Spider-Man 3 n'a jamais vu le jour. Alors moi je vais être honnête avec vous, j'avais pas été un immense fan du 2, du ton surtout du Spider-Man d'Andrew Garfield dans le 2. Alors oui, c'est un ton qu'on retrouve dans les comics. Mais voilà, il y avait une scène mémorable quand même avec Emma Stone et beaucoup de qualité quand même dans le film malgré ses défauts. Enfin voilà, c'est une annonce qui ne m'avait pas plus chagriné que ça. Greg va revenir dessus. À toi mon cher Greg. Du coup je me suis dit mais de quoi je vais pouvoir vous parler? Quel serait un sujet qui m'intéresserait de vous préparer? Et ce que j'ai eu en tête, c'est qu'en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que The Amazing Spider-Man 2 était pas un échec en fait au box-office comme je le pensais. Et oui, parce que du coup, le film avait fait 709 millions de dollars, donc c'est quand même pas dégueu. Et les 709 millions de dollars, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas eu de Amazing Spider-Man 3? Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'en préparant ce petit dossier, je me suis très vite heurté à la fois des raisons créatives, à la fois des raisons de gros sous, et aussi des raisons de personnalité et visiblement notre ami Andrew Garfield est un peu responsable. Bref, on rentre direct dans le droit du sujet. Alors ma chère Danielle, je vous ai préparé un petit graphique, je suis désolé, il fait très présentation PowerPoint, bonjour, on est dans The Office. Mais le truc, c'est que je pense qu'il aide en fait à comprendre l'évolution. En gros, en vert, vous avez les revenus, en rouge, le coût du film, et donc en bleu, le profit réalisé. Ce qu'on voit, c'est que sur la base des informations qu'on a du box-office, des revenus box-office et du coût des films, là, on parle uniquement des coûts de production. Ce qu'on voit, c'est que le premier Spider-Man est rentable, deuxième Spider-Man moyen, là je parle des Spider-Man de Sam Raimi, et le troisième Spider-Man, pas hyper rentable parce que hyper cher, mais en même temps, beau succès. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, quand je parle de revenus ou de coûts, eh bien, je mets deux informations. La première, c'est les revenus. Évidemment, ça ne donne pas l'information des produits dérivés, qui sont forcément importants. Tous ces sacs à dos Spider-Man, ces trousses Spider-Man, ces jouets Spider-Man, ces pyjamas Spider-Man, ces coussins personnels Spider-Man, eh bien, ça ne rentre pas dans les revenus. Et évidemment, dans une licence comme Spider-Man, ça pèse très lourd. Le deuxième truc que ça ne donne pas, c'est l'investissement publicitaire. Alors, quand on parle du budget du film, on vous fait souvent le truc, mais on le fait très vite. Un film dont on dit il a ramené 100 millions en salle, il faut imaginer qu'en salle, il y a la moitié qui va globalement partir pour les salles, donc le film n'aura gagné en vérité que 50 millions. Et de l'autre côté, au niveau des coûts, souvent, quand on dit le film a coûté un budget de 100 millions de dollars, souvent la vérité, c'est que la publicité en plus est de 100 millions de dollars, donc il a coûté 200 millions. Donc si votre film qui a coûté 200 millions et donc au total 400 millions n'a fait que 100 millions d'entrées, donc 50 millions, vous avez perdu 350 millions. J'espère que j'ai perdu personne et on va être beaucoup plus punchy et intéressant sur la suite. Donc, une fois qu'on a dit ces petites informations mathématiques, le truc, c'est que si on regarde maintenant et qu'on avance sur les Amazing, donc c'est une toute autre histoire. Il y aurait dû avoir un Spider-Man 4 de Sam Raimi. Bon,
problème, stupeur, tremblement, on en rentrera peut-être dedans un jour autour d'un autre dossier, mais il est décidé qu'il y aura un reboot, et un reboot pas si longtemps après, puisque The Amazing Spider-Man c'est 2013, et le premier Spider-Man c'est 2003. Donc en fait, il n'y a que 10 ans pour faire un reboot, et plus précisément, il n'y a que 5 ans entre le Spider-Man 3, un teasing, vous imaginez qu'après un teasing sur Spider-Man 4, qui n'a pas lieu, et à peine 5 ans après, le reboot. Donc évidemment, Tobey Maguire était dans tous les esprits à ce moment-là, quand Andrew Garfield arrive, et quand The Amazing Spider-Man arrive, forcément, il y a un sentiment un petit peu de « c'est pas mon Spider-Man ». Par la génération en tout cas qui venait de voir celui de Tobey Maguire. Et tout de suite, on voit que le film gagne moins d'argent. Et la suite, c'est encore pire. La suite fait beaucoup moins de profit. Et alors, quand on regarde les coûts publicitaires qui auraient été massifs, parce que justement, ils croyaient beaucoup à ce Amazing Spider-Man 2, avec l'arrivée de plein de méchants. Et puis surtout, il faut se replacer donc en 2014. C'est un moment où les films de super-héros du MCU sont en train de décoller. Et donc, Sony arrive en disant qu'il va y avoir Spider-Man, The Amazing Spider-Man 3, The Spider-Man, The Amazing 4, et qu'il va y avoir un Spider-Verse avec le Sinister Six qui va du coup arriver et commencer à faire plein de films de tous les côtés. Donc, un avenir potentiellement radieux pour la licence de Amazing Spider-Man. Sauf que la critique est pas là, la critique à la fois des critiques, la critique des spectateurs, et du coup ça fait pas mal de raisons financières de dire que le film est très décevant. À ce moment-là, des analystes font des études plus précises que ce que je vous fais là pour regarder quel serait le vrai budget publicitaire quand on agrège la promotion de ces potentiels 3, 4, la promotion qui est faite sur le 2 qui a l'air de moins bien démarrer, etc. Et ils annoncent que le film n'aurait fait que 70 millions de dollars, donc très décevant par rapport à un film qui est censé être une cash machine. C'est-à-dire que si vous faites 70 millions de dollars sur les petits mouchoirs, vous sautez et c'est la fête. Et les petits mouchoirs, vous les faites tourner. Mais par contre, 70 millions de dollars en revenu total sur les Spider-Man, oui, ça exclut le merchandising. Mais du coup, c'est une vraie déception. Le truc, c'est que il faut quand même remettre en contexte. C'est des films qui font 758 millions de dollars sur le premier, 709 millions de dollars sur le deuxième. Donc financièrement, j'ai envie de dire, on n'a pas toute l'information. On peut comprendre que Sony a fait un peu la moue, mais financièrement, on pourrait imaginer qu'ils disent non mais on va faire un troisième qui est de meilleure qualité, et ce troisième, on va aller prendre d'autres personnes du casting, on va essayer d'étoffer. Donc les raisons de l'échec ou de la non-apparition en tout cas de The Amazing 3 ne se trouvent que partiellement dans les revenus. Il y a deux autres raisons qui apparaissent, et il y a deux autres raisons qui nous sont données par le plus gros leak moderne d'informations d'un studio, le plus gros hack en tout cas. Il y a un hack extrêmement important des mails de Sony, il y a quelques années, et en fait de nombreux mails, mais vraiment dans des quantités colossales. Il y a plusieurs gigas d'informations qui sont sortis, et il y a les mails de beaucoup des exés de Sony qui sortent, et évidemment les gens les ont épluchés et ont commencé à comprendre quelles étaient les deux autres raisons cachées derrière ces raisons financières de l'échec en tout cas du choix de sabrer Andrew Garfield et de faire disparaître The Amazing Spider-Man 3. Il y a deux raisons. La première, c'est une raison assez simple, une raison assez évidente. Si on regarde, qu'est-ce qui se passait en 2013 quand The Amazing, en 2014 quand The Amazing Spider-Man sort? Eh bien, en 2014, au même moment, il y a en salle, je vous le retrouve, Captain America, The Winter Soldier, Les Gardiens de la Galaxie, premier du nom. On a l'âge un peu d'or du MCU, c'est-à-dire que quelques années avant, au moment où sort le premier Amazing, il y a Avengers, premier Avengers qui sort. Donc c'est le moment où les films de super-héros prennent
totalement une autre stature, et on ne parle plus de quelques films du MCU, mais on parle on parle pas de quelques films de ciné chez Marvel, on parle du Marvel Cinematic Universe, et donc il y a un vrai univers qui apparaît. À ce moment-là, Marvel essaye très vite de réintégrer, ou en tout cas de proposer à Sony de réintégrer Spider-Man, qui est dans les comics le comics qui, si je me trompe pas, le comics qui vend le plus, avec ils sont un trio en tête, il y a les Fantastic Four, les X-Men et Spider-Man aux États-Unis. Donc Spider-Man, c'est très très important de le récupérer dans le MCU, et donc ils font plein de propositions en disant non mais revenez, faire des propositions croisées. On fera de la cross-promotion. Si vous venez, vous pourrez faire ci, vous pourrez faire ça. Donc évidemment, comme on est dans le futur, on est dans le futur. C'est une remarque bien maligne celle-là. Donc en fait, comme on est c'est notre passé, on sait que du coup c'est évidemment ça qui est apparu. Et ce qu'on voit, c'est que l'arrivée donc de Spider-Man en 2016, c'est vraiment suite à 2014, Amazing sort. 2015, une analyse assez sinistre est faite de l'avenir de la licence Amazing, et du coup le fait de se dire ok, on le sabre, on supprime ça, et on se colle au MCU, du coup reboot direct, du coup on se remet droit, et surtout la promesse est pas de le faire apparaître dans n'importe quel film. Ils disent pas on va te faire apparaître dans Thor de Brave New World, là. Non, c'est Thor Dark World, c'est celui que je pense que c'est le film du MCU que j'aime le moins avec The Marvels, et du coup en fait on dit non mais tu vas apparaître dans un Captain America et le Civil War, celui qui aura tout le monde, et ça va créer une énorme hype. Donc Sony effectivement est forcément tenté. Civil War, enfin les films du MCU à ce moment-là sont des gros cartons, et si on regarde les revenus publicitaires, enfin les revenus pas publicitaires, les revenus tout court cinéma des films depuis que Spider-Man est revenu au MCU, il y a une marche vraiment énorme qui est faite, c'est-à-dire qu'on passe de 709 millions à 880 millions, et les deux films d'après, donc Far From Home et No Way Home, sont tous les deux milliardaires à 1 million 100 et 1 million 6. 1 milliard 100 et 1 milliard 6. Du coup, c'est assez logique financièrement que les gérants de Sony acceptent. Mais chez Sony, ce que nous disent les leaks, c'est que chez Sony, l'idée de partir sous l'ombrelle Marvel, et donc de perdre le contrôle du personnage dans certains films, c'est aussi pas forcément très plaisant. C'est-à-dire qu'eux, ils sont très contents quand il y a la trilogie de Sam Raimi, d'avoir un personnage qui est autonome, qui est là pour leur vendre, encore une fois, ses sacs à dos, ses sacs et ses coussins personnels du coup de nuit Spider-Man. Donc il y a des vraies réticences à aller chez Marvel, surtout qu'à l'époque, même s'ils peuvent supposer qu'ils vont gagner beaucoup de sous, ils peuvent pas savoir que ça va être aussi gros que ça. Et du coup, quel est le troisième point et le pivot de mon point de vue sur l'affaire? C'est l'humain. L'humain, tout simplement. Il y a deux choses qui se passent. Mark Webb, qui est donc le réalisateur des Amazing. Mark Webb est un réalisateur qui, juste avant, avait fait entre autres un film qu'avec Kerr on aime beaucoup, qui sont 500 jours, c'est 500 Days of Summer, je sais même pas comment le dire en français, qui est un excellent film sur la rupture. Si vous êtes en train de vivre une rupture, ce film va vous aider à vous guérir de la rupture. C'est comme toujours, faut que ça arrive. Faut pas que ce soit le lendemain, c'est trop tôt, faut laisser la période de rebond et tout, mais c'est un film exceptionnel pour la rupture, je ne peux que vous inviter à le voir. Le truc, c'est que il y a un énorme succès d'estime pour Mark Webb sur ce film, et quand on voit, il fait Amazing 1, Amazing 2, et après sa carrière, c'est la cata. Il devient un réalisateur de séries. Alors vous me direz, il a déjà fait une série avant, oui, mais c'était un épisode. Mais ensuite, c'est vraiment un réalisateur de séries, pas en plus de grosses séries à la gotte, c'est petite série, petit budget. Il fait notamment la série Limitless, enfin il fait 2 épisodes. Donc gros tournant dans sa carrière et gros effondrement de sa carrière après les Amazing. Accessoirement, pour ceux qui sont curieux, là il revient, enfin il a fait quelques films, il a fait notamment
je vais reprendre sa filmo devant les yeux. Il a refait Mary, qui est plutôt un film chouette, qui était un film justement avec Chris Evans du MCU, qui était un film vraiment pour le coup indé sur un père et sa fille, qui était assez chouette, de 2017. Et après il repart vraiment très très fort série. Et il y a pas longtemps, dans pas longtemps, on va pouvoir voir ce qu'il aura fait en 2025, puisque c'est lui le réalisateur du futur Blanche-Neige en live action. Et donc ce Marc Webb, ce bon Marc Webb, pourquoi est-ce que je vous en parle ? Eh bien parce que Marc Webb, eh bien visiblement, il commence à pas être d'accord du tout avec les choix créatifs que Sony veut lui imposer. Et du coup, les exés se plaignent de Marc Webb, disent qu'il va devenir consultant, qu'ils veulent le mettre de côté, ils lui font écrire des versions Enfin, en tout cas, ils travaillent avec le scénariste pour faire des versions sur Amazing 3, Amazing 4. Je rappelle que Amazing 2 se termine avec le teasing de qui sera le méchant de Amazing 3. Donc c'était vraiment, pour eux, ils étaient dans une espèce de marathon où ils enchaînaient les films. Et là, clairement, on lui dit attends, stop, il faut faire d'autres choses, il faut faire autrement. Donc Marc Webb est mis de côté. Et du coup, pour moi, et c'est vraiment mon avis personnel, le tournant de cette affaire, donc on voit que quand on dit il n'y a pas de fumée sans feu, mais il n'y a pas non plus de feu s'il n'y a pas des petites braises, une petite étincelle, qu'on n'a pas mis un petit peu de papier chiffonné. Donc on va dire que les bûches qui étaient prêtes à déclarer leur flamme, c'était les problèmes au box-office. Les petites brindilles que vous mettez qui vont prendre feu direct, c'est les propositions accentuées et régulières du coup de Disney et de Marvel. Et puis on va dire le petit vous savez le petit gasoil là, qui enfin le petit carré quand vous n'êtes pas un boy scout qui va vous y mettez feu là pour que le barbecue il commence à tenir. Eh bien ça c'est Marc Webb, mais qui va mettre la petite étincelle dans tout ça, qui va foutre le feu, va faire un petit feu et qui va se propager et faire disparaître le projet Amazing Spider-Man 3. De mon point de vue, c'est directement Andrew Garfield qui est responsable. Et donc il y a un incident au Brésil en juin 2014. En juin 2014, les mails nous apprennent qu'il y avait un événement qui était donné par Sony, qui avait organisé une très grande fête dans laquelle il voulait le président, donc qui s'appelle à l'époque Kazuo Hirai, qui pour la petite anecdote est à l'époque monté les échelons via Sony logiciel, via Sony PlayStation, qui vient de prendre depuis 2012 la tête de Sony, la boîte au global. Et du coup, il veut organiser un grand événement, une grande fête, où il y aura l'annonce avec Andrew Garfield qui viendra en costume pour annoncer The Amazing Spider-Man 3. Et les mails nous montrent que, en fait, Andrew Garfield ne s'est pas pointé et a surtout annoncé qu'il était malade, que quelques minutes, quelques heures au grand maximum, avant le lancement, enfin avant l'événement. Donc du coup, on se retrouve avec tous les patrons de chez Sony qui attendent pour faire la grande annonce fait par la star du film qu'il va y avoir une suite du film. Je rappelle que Kazuo Hirai est japonais. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un japonais qui a fait l'université chrétienne internationale, qui est un monsieur qui à l'époque avait largement la cinquantaine. Et quand il apprend que du coup le petit Andrew Garfield ne veut pas venir, qu'il se sent pas bien et puis c'est tout, alors que lui a organisé, alors pas lui personnellement, mais que lui et les autres exés ont organisé la fête, eh bien visiblement ils ont été furieux. Le message chez les exés de Sony, la colère s'est propagée du président aux différents échelons en dessous, de Sony Japon à Sony International, à Sony US, et en fait on voit que les échanges, pas longtemps après, ont commencé avec du coup Marvel pour dégager Andrew Garfield et relancer un casting. Et en fait on voit qu'en l'espace de 1 an, puisque en réalité ça dure 1 an, juin 2014 il y a le problème, financièrement le film décolle pas, donc 2015 négociation avec Disney.
2016, le nouveau Spider-Man est dans Captain America Civil War. Et c'est marrant parce que, en fait, on voit à quel point, dans cette histoire, alors prenez ce que je vous dis avec un grain de sel, hein, comme on dit, mais le truc, c'est que, avec des pincettes même, plutôt, c'est... Tout ce que je viens de vous dire sont des choses que vous pourrez vérifier sur Internet, mais le truc, c'est que tout coexiste en même temps. Ça se trouve, Kazuo Hirai, bon, il s'est vexé, il est allé prendre un verre de champagne, et puis après, il n'avait plus rien à foutre. Mais le truc, c'est que tout ça, enfin, bon, je dis ça, les mails montrent qu'il était très en colère, mais le truc, c'est que tout ça a coexisté en même temps, et c'est là où on voit que les films, ces budgets colossaux, les mecs, ils mettent 200 millions sur la table, 300 millions avec l'inflation sur certains, mettent des budgets aussi importants, et au final, derrière, bah, y a un peu de légitimité, parce que bon, faire une nouvelle franchise de Spider-Man qui se scrooge, on comprend qu'ils n'aient pas envie de continuer, et en même temps, il y a du perso. C'est des collègues, et entre collègues, parfois les gens s'aiment pas, parfois ils s'aiment bien, parfois ils s'aiment pas, et là en l'occurrence, bah, ils s'aimaient pas, et du coup ils ont dit bon bah on change l'équipe. J'ai trouvé que c'était étonnamment simplistiquement, ça redescendait à un niveau très humain en fait. La raison de pourquoi il n'y a pas de Spider-Man 3. Alors accessoirement, les scénarios, du coup, le scénariste a commencé à en parler. Visiblement, il voulait faire revenir Emma Stone via des histoires de clonage et tout. Bon, je sais pas à quel point, en fait, on n'a pas évité une balle avec ces Amazing Spider-Man 3 et 4 qui ne sont pas là. Mais du coup, ce qui est marrant maintenant, c'est quand on parle de No Way Home, qui est un film de 2021, donc qui est un film qui a 7 ans, enfin qui sort 7 ans après The Amazing Spider-Man, et ben les gens étaient hyper contents de revoir Andrew Garfield, et on a juste la sensation qu'il y a des gens qui étaient ados, pour qui leur Spider-Man c'est Andrew Garfield, et qui du coup étaient contents de les voir. Et en fait je pense que ce que je retiens maintenant de ça, de regarder un petit peu pourquoi tel Spider-Man se fait, tel Spider-Man se fait pas, et je pense que No Way Home, là où il y a le succès qu'il y a, c'est tout simplement parce que ça a réuni 3 générations de fans de Spider-Man. La génération de Tobey Maguire, la génération de Andrew Garfield, et la génération du nouveau. Donc c'est ça qui est chouette au final, c'est ça que je retiens du succès de No Way Home. Et finalité, du coup, Tom Holland qui est le Spider-Man qui fait le plus d'audience, donc celui qui fait le plus d'unanimité financièrement. Et je pense qu'après, on aura tous le Spider-Man qui aura été notre premier Spider-Man. C'est vrai que dans ma tête, Spider-Man, c'est un peu plus Tobey Maguire que Tom Holland. Mais je peux comprendre complètement que si vous étiez ado, non pas quand c'était Tobey Maguire, mais Andrew Garfield ou Tom Holland, que chaque Spider-Man soit le vôtre, quoi. Donc voilà, c'était un petit dossier qui m'a amusé, et c'est fou à quel point ce leak a appris sur le côté humain du business, et ça donne vraiment l'impression que la série Entourage, si vous la connaissez pas, c'est sur un acteur et son entourage dans le monde d'Hollywood, est vraiment réaliste. 2 personnes se fâchent, un couple se défait, un projet se fait annuler. Voilà. Des bisous à tous, on se retrouve très vite, et j'espère pour tout le monde avec care. Des bisous, ciao ciao. Et n'hésitez pas, enfin je précise comme ça, si vous aimez bien les dossiers, n'hésitez pas à le dire, ça prend plus de temps à préparer que les autres vidéos, et du coup n'hésitez pas à le mentionner. Des bisous si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, de le dire aussi. Des bisous, ciao ciao.